Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, ravi de te voir. Matt, je veux commencer par, tu en parlais avant que nous soyons en direct, Zohran Mamdani. Qu'est-ce qu'il y a dans son argumentation, dans sa vision ou sa perspective, qui résonne chez les gens, et qu'est-ce qui manque dans les politiques du Parti démocrate? Le Parti démocrate a décidé de ne plus le soutenir plus tard. Pour l'instant, ils le soutiennent, ils disent que c'est leur candidat. Alors, qu'est-ce qui différencie son argument? Parce que cela aide le parti à réfléchir à la prochaine élection présidentielle, par exemple. Eh bien, Mamdani va à contre-courant, ou du moins c'est ce qu'il dit vouloir faire. Nous verrons bien. Je pense que beaucoup de gens se méfient de lui. Vous savez, ceux d'entre nous, à gauche, se méfient à cause de nos expériences avec Obama, avec AOC, avec Sanders, n'est-ce pas? Donc nous avons tous un certain degré de scepticisme en le regardant, ce qui est logique. Nous serions idiots autrement. Je pense qu'avec sa candidature, ce qui touche les gens, c'est sa manière claire d'exprimer l'injustice du système, sa capacité à parler des inégalités de richesse, des nantis et des démunis et des remèdes à cela. Son désir sans détour de corriger cette situation, c'est ce que les gens perçoivent. Que c'est un homme qui croit vraiment qu'un chemin transformateur pour notre société, dans son cas à New York, consiste à faire des choses comme offrir des services de garde d'enfants, rendre le transport public gratuit, en augmenter l'utilisation et alléger les charges qui pèsent sur les gens pour qu'ils ne se noient pas dans les coûts de la vie qu'ils ne peuvent éviter. Il met un fort accent sur le logement à New York. Ses prédécesseurs, Eric Adams, Michael Bloomberg, ont tous permis aux loyers d'augmenter à New York. De Blasio, je crois, a réussi à les geler à quelques reprises. Mais, vous savez, certainement celui que les médias d'entreprise aux États-Unis décriraient comme le maire de New York le plus réussi, ce serait sans doute Michael Bloomberg. Il ne parle pas de sa relation avec le monde des affaires, ni de sa relation avec les propriétaires. Ainsi, Mamdani s'aligne fondamentalement sur la classe ouvrière et la classe moyenne. C'est quelque chose sur lequel je pense Mamdani fait preuve d'intelligence, dans la manière dont il formule et explique ses politiques. Il ne s'aligne pas spécifiquement uniquement sur la classe ouvrière ou uniquement sur la classe moyenne. Quand je l'entends parler, je l'entends s'exprimer d'une manière qui confond les deux. Car même si vivre de chèque de paie en chèque de paie avec 30 000 $ par an est bien pire que de vivre de chèque de paie en chèque de paie avec 100 000 ou 150 000 $ par an, et je sais que nous parlons de New York, donc c'est encore plus élevé, cela reste vivre de chèque de paie en chèque de paie. Ainsi, une grande partie des angoisses, frustrations, peurs et colères de la classe ouvrière se retrouve dans la classe moyenne. Bien sûr, il y a des différences. Mais lorsque l'on regarde quels sont les problèmes fondamentaux, ce sont les coûts fixes que les familles américaines doivent supporter simplement pour vivre, se rendre à leur travail, subvenir aux besoins de leurs enfants. Des choses que nous pourrions aborder collectivement, des choses que nous pourrions fournir ensemble. Que ce soit la garde d'enfants ou les transports publics, on en vient à des questions de santé et d'éducation. Toutes ces choses qui nous sont indispensables. Personne ne peut nier que les gens doivent aller travailler. Personne ne peut nier que si l'on veut travailler, il faut quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Personne ne peut nier que les coûts des soins de santé aux États-Unis sont ruineux. Ils sont exorbitants. Ils sont le produit d'un système de santé défaillant, immoral et criminel, qui compte quelques gagnants et beaucoup de perdants. Et donc, en regardant tout cela, et la manière dont Mamdani se présente, son caractère, son apparence,
son intelligence, son humour, il parvient à se montrer comme un outsider, tout comme Obama l'a fait, tout comme Donald Trump l'a fait. Et peut-être qu'après eux, nous devrions simplement nous taire et ne rien dire. Mais je pense qu'il y a cette prise de conscience que la situation est tellement mauvaise aux États-Unis en termes de direction que prend le pays. Vous savez, par rapport à ce que j'ai vu, à la tendance actuelle, je viens de lire un livre de la fin des années 1990 de Michael Parenti, un auteur de gauche, et je n'avais encore jamais lu ce livre-là de lui. Les sujets dont il parle dans ce livre, en particulier l'inégalité des richesses, il y a 25 ou 30 ans, quand il l'a écrit, ses arguments paraissaient presque désuets. Je veux dire, les choses se sont tellement aggravées. Les choses ont tellement évolué et empiré au cours des presque 2 dernières générations que les problèmes que nous pensions avoir dans les années 1990 ne sont rien comparés à la situation actuelle, en termes de toutes ces réalités fondamentales de la vie des familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Et je pense que c'est cela qui enthousiasme les gens à propos de Mamdani, son courage, sa détermination, le fait qu'il ne soit pas un politicien. Vous savez, je ne veux pas conclure sans dire que le fait qu'il se soit tenu là, sur cette scène du débat des primaires, avec, 10 autres politiciens démocrates, et qu'ils aient tous, vous savez, dès que la question est tombée, où irez-vous d'abord en tant que maire de New York? Vous savez, tout le monde, Israël, Israël, Israël. Et Mamdani dit, je ne vais nulle part. Je suis le maire de New York, pas le maire de Tel Aviv, ou quelque chose dans ce genre. Et les gens ont réagi à cela. Les gens ont compris, et ils ont aimé qu'il ait le courage de le dire. Donc je pense, il faut prendre son soutien à la classe ouvrière et à la classe moyenne, sa manière d'exprimer les problèmes qu'elle rencontre, ses solutions à cela, combiné à son courage. Quand on lui a demandé « Croyez-vous qu'Israël a le droit d'exister ?» Il a répondu « Il n'a pas le droit d'exister en tant qu'État d'apartheid. » Je veux dire, exactement. Exactement. Qui conteste cela? Qui l'exprime mieux que lui? Et preuve à l'appui, il remporte lors de la primaire démocrate la majorité des électeurs juifs démocrates. Tu vois? Donc pour résumer tout cela, on peut comprendre pourquoi les gens sont enthousiastes à propos de Mamdani, et il semble bien parti pour remporter une large victoire à New York. Nous ajouterons toutefois une mise en garde, une petite astérisque, en rappelant que tout peut arriver. Et il met beaucoup de gens très en colère à ce sujet. Donc, si un événement de type Deus Ex Machina se produit dans la semaine à venir et change le résultat de l'élection, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous seraient surpris. Mais en dehors de cela, tout indique qu'il sera le prochain maire de New York. Oui, puisque tu as mentionné Barack Obama, Matt, il est allé au Royaume-Uni au cours des 2 ou 3 derniers mois, 3 fois. Et il parle, Matt, de cette nouvelle forme de journalisme avec des contraintes réglementaires gouvernementales. Je me demandais jusqu'où il en est arrivé depuis, tu sais. Puisqu'il était professeur de droit constitutionnel, oui. Exactement. Il était incroyable à cette époque. Je me souviens de lui en train de parler. Et en regardant Barack Obama aujourd'hui, il me semble que tout le concept des néoconservateurs devenant des néolibéraux, tu vois? Voici ce qu'il a dit, Matt. J'aimerais connaître ton avis là-dessus, parce que c'est lié à ce que toi et moi faisons ici. Ce que nous devons faire, c'est commencer à expérimenter de nouvelles formes de journalisme et à réfléchir à la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux pour réaffirmer les faits et distinguer les faits des opinions. Nous voulons une diversité d'opinions. Nous ne voulons pas une diversité de faits. C'est, je pense, l'une des grandes missions des réseaux sociaux.
D'ailleurs, cela nécessitera une certaine intervention du gouvernement, certaines contraintes réglementaires. Concernant ces modèles économiques, d'une manière conforme au premier amendement, mais qui reconnaît aussi qu'il existe une différence entre ces plateformes et un modèle économique qui met en avant les voies les plus haineuses, les plus polarisantes ou les plus dangereuses. Dangereuses dans le sens où elles incitent à la violence. Et cela, je pense, sera un grand défi que nous devrons tous relever. Tu sais, certaines parties de ce qu'il dit sont magnifiques. L'autre partie est dangereusement effrayante. Parce que, quand tu dis les faits, qui va définir ce que sont les faits? C'est le problème. Exact. C'est exactement ça, Nima. C'est exactement, tout l'argument est là. C'est précisément le point essentiel. Tu écoutes ces paroles, et simplement parce que je lis en ce moment un livre sur John Brown, je pense que, selon les définitions de Barack Obama, concernant ceux qui sont les plus polarisants, ou qui présentent une diversité de faits, ou qui sont susceptibles d'inciter à la violence, eh bien, selon cette mesure, dans la première moitié du 19e siècle, il aurait fallu censurer le mouvement abolitionniste aux États-Unis. Et on pourrait trouver bien d'autres exemples de ce genre. Tu sais, cette idée, ton point sur qui établit les faits, la façon même dont il dit cela, réaffirmer l'abolitionnisme, comme s'ils existaient déjà dans un certain récit, dans un certain dictionnaire, sous une forme correcte, un dépôt contrôlé, gardé et géré par le gouvernement. C'est essentiellement ce que tu vas avoir. Et les démocrates comme les républicains sont tout aussi mauvais sur ce point. Mais tu sais, sous la présidence de Barack Obama, on a vu des effets très sévères et glaçants sur le journalisme. Les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance et l'espionnage massif du public américain par le gouvernement américain, une pratique sur laquelle l'administration Obama a en grande partie insisté, ont poussé Snowden à l'exil et conduit à la persécution d'un plus grand nombre de lanceurs d'alerte que sous toute administration présidentielle précédente. Mais l'effet dissuasif que cela a eu sur les journalistes, sur les médias, cette idée que le gouvernement sera dans mon ordinateur, que je le veuille ou non, a amené les gens à se dire « je ferais mieux de rester dans le rang ». Vous savez, il y a eu des sondages d'opinion et des études montrant que cela a eu un effet dissuasif. PEN International, la grande organisation littéraire, a mené une étude qui a confirmé exactement cela, montrant que les journalistes s'auto-censuraient. Les journalistes ont été refroidis par la réalité du programme d'espionnage du gouvernement américain. Et puis PEN America, bien sûr, est allé décerner un prix à Barack Obama pour son soutien au premier amendement, alors même que PEN International venait tout juste de publier cette étude. En réalité, peu importe à quel point les gens dans les institutions affirment leur engagement envers le premier amendement, la liberté d'expression, la liberté de la presse, ils vont abandonner tout cela. Ils vont le jeter par-dessus bord. S'ils pensent qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre être plus performants, qu'ils peuvent en tirer un avantage en renonçant à ces principes. Donc, l'idée que les journaux ou les médias traditionnels vont se battre contre ce genre de choses n'est tout simplement pas vraie. Nous l'avons vu, nous l'avons certainement vu dans le cas de Julian Assange. Ce n'est que lorsque leur conseil d'administration se sent menacé qu'ils agissent. Maintenant, ils vont faire des choses comme quitter le Pentagone, les grands médias traditionnels, dans un spectacle, une sorte de mise en scène. Ce qui, tu sais, est tout un autre sujet dont on pourrait parler, à propos de la stupidité du Pentagone de Hegseth d'avoir fait cette absurdité avec les médias alors qu'ils avaient déjà un corps de presse fidèle au Pentagone. Je veux dire, une fois, tous les 36 du mois, ils pouvaient faire quelque chose que le Pentagone n'aimait pas.
mais tous les autres jours, ils allaient rédiger leur rapport exactement comme le Pentagone le voulait. Mais pour revenir à ce que tu disais à propos d'Obama, oui, c'est incroyablement dangereux, parce que ça l'est. Et c'est là tout le danger de l'IA. Et on le voit déjà. Quand tu tapes quelque chose et que tu poses une question à ton IA ou à ta plateforme préférée, les informations qu'elle te donne s'inscrivent toutes dans les limites fixées par les développeurs. Ainsi, à mesure que nous découvrons qui sont ces développeurs et que ces plateformes d'IA deviennent plus solides, plus autoritaires, il devient d'autant plus important de se demander qui sont les personnes qui disent à l'IA ce qui est correct, qui sont celles qui lui disent ce que sont les faits, quelles opinions sont trop polarisantes. Donc, Barack Obama, je pense qu'il essayait d'être futuriste ou tourné vers l'avenir. Bien sûr, il faisait aussi preuve de parti pris, en essayant de laisser entendre que les dangers venaient tous de la droite sur ce sujet. Mais en réalité, lorsqu'on analyse ses propos, il existe un danger très réel et inquiétant dans l'idée d'un contrôle gouvernemental ou oligarchique des médias. Quelque chose qui a toujours existé, mais qui ne fera qu'empirer. Dans 6 heures, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud. Et il est optimiste quant à cette rencontre. En regardant ce que Pete Hegseth a dit à propos de la menace qui se déplace de la Chine vers le Japon, je ne vois pas comment ils peuvent faire, car il faut préparer l'atmosphère avant la réunion. Il faut créer quelque chose, vous savez, qui résonne avec votre interlocuteur. Je ne vois pas cette atmosphère être façonnée par l'administration Trump. Voici ce que Pete Hegseth a dit, Matt. Le ministre et moi avons discuté aujourd'hui du fait que la situation sécuritaire autour du Japon et dans la région demeure, comme il l'a dit, et nous en convenons, grave. Les menaces auxquelles nous faisons face sont réelles et urgentes. Le renforcement militaire sans précédent de la Chine et ses actions agressives parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi le programme du président Trump, la paix par la force, est si important. Oui. Pourquoi la Chine aurait-elle besoin de... Tu sais, à mon avis, elle n'a rien à voir avec le Japon sur le plan militaire. Elles n'ont pas besoin de se battre, après tout. Qu'est-ce que c'est selon toi? En quoi cela va-t-il aider la position des États-Unis dans les négociations avec la Chine? Je veux dire, il y a eu cette longue hostilité historique, cette animosité, ce conflit entre le Japon et la Chine. Et maintenant, avec la nouvelle première ministre conservatrice Sanae Takahashi, qui est une révisionniste de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Elle visite les sanctuaires dédiés aux criminels de guerre japonais. Elle veut que les manuels d'histoire japonais soient réécrits pour donner l'impression que le Japon a été la victime de la Seconde Guerre mondiale et non l'agresseur. Et de manière plus concrète, elle a déclaré qu'elle allait doubler les dépenses militaires du Japon. Vous savez, le Japon vient d'obtenir des missiles Tomahawk pour ses navires. Vous savez, tout cela est dirigé contre la Chine et personne n'est dupe à ce sujet. Il y a bien sûr des forces au Japon qui voient un réel avantage à entretenir cette hostilité. Tout comme Donald Trump, j'en suis sûr, essaye de le faire avec sa visite en Corée du Sud en ce moment, avant de rencontrer Xi. C'est le même genre de choses. Nous devons nous assurer que nos alliances avec ces pays restent solides et que nous ne perdons pas de terrain. Et donc, vous savez, ce besoin de maintenir les alliances est quelque chose que, tandis que nous observons l'évolution de l'administration Trump, nous voyons qu'il y a une méthode derrière leur folie et qu'ils sont plus réalistes dans leurs pratiques qu'idéologiques.
Bien sûr, on le voit avec ce qu'on appelle la doctrine Monroe en Amérique latine, n'est-ce pas, dans l'hémisphère occidental. Mais on le voit aussi avec l'engagement continu envers Israël, qui, comme vous le savez, est à la fois idéologique et politique. Il y a cependant aussi un aspect réaliste à cela. Peut-être que réaliste n'est pas le mot juste, mais il y a cette idée de garder les Européens dans notre poche. Ainsi, s'assurer que les États vassaux d'Europe restent nos États vassaux. Si cela signifie que nous devons les suivre sur des questions comme l'Ukraine, alors c'est ce que nous ferons. Et en retour, nous obtiendrons leur soutien sur des dossiers comme l'Iran. Je pense donc que la prise de conscience, c'est que nous vivons dans un monde multipolaire. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une vision plus réaliste, à mon avis, dans les projets de Trump ou dans la politique étrangère de son administration, que beaucoup de gens ne veulent bien le reconnaître. Je pense que beaucoup d'entre nous l'aperçoivent de manière fragmentée, ou comme idéologique, ou encore comme une tentative vaine et glorieuse de remporter le prix Nobel de la paix, ou fondée sur des animosités personnelles. Je vais imposer des droits de douane au Brésil parce que ce type Lula est un imbécile. Il a mis mon ami Bolsonaro en prison, n'est-ce pas? Je veux dire, cela existe. C'est là. Mais il y a aussi, encore une fois je le crois, un plan plus vaste, une stratégie, si l'on veut. Ainsi, en maintenant les alliances nécessaires pour affronter, mais aussi pour, vous savez, ce que l'on appelle actuellement dans la presse, le friendshoring. Cette idée selon laquelle les États-Unis ne peuvent pas reconstruire leur capacité de production, qu'ils ne peuvent pas rebâtir leur base industrielle. Comme si nous devions rester un pays d'importateurs pour toute une série de raisons économiques, financières et monétaires. Mais nous pouvons avoir des amis avec lesquels nous serons en bien meilleurs termes, et leurs installations de production, leurs usines, leurs exportations vers nous viendront de pays dont les capitales sont nos vassals. D'accord. Mais encore une fois, perdre cette idée ou ne plus s'y accrocher, je dirais que l'administration Biden reste attachée à cette idée selon laquelle les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale, qu'il existe encore une hégémonie américaine. Je pense que l'administration Trump avait compris que c'était fini. Cela ne reviendra pas. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour consolider ce que nous pouvons. Et cela inclut, oui, le fait de s'assurer d'aller au Japon et en Corée du Sud. On peut voir à quelle vitesse ces pays préfèrent rester, du moins leur classe dirigeante, n'est-ce pas? Du moins ceux qui détiennent le pouvoir, attachés au maintien du statu quo, même en tant que vassaux d'un empire en déclin et en échec. C'est mieux que de partir seul, de prendre des risques avec l'inconnu, ou peu importe comment on veut le dire. Donc en Corée du Sud, je ne vois même pas cela avec le président sud-coréen remettant à Donald Trump. Cela fait suite au premier ministre du Japon, Takashi, je ne suis pas sûr de bien prononcer le nom, qui a dit qu'elle allait nommer Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais en Corée du Sud, aujourd'hui ou hier. Même chose, je ne sais pas quel est le décalage horaire. Vous savez, le président sud-coréen a remis à Donald Trump la médaille d'honneur pour ses efforts de paix ainsi qu'une couronne en or. Tu sais, je veux dire, on peut voir ici la supplication, la façon dont ils baisent l'anneau, se mettent à genoux et baisent l'anneau, affirmant ainsi leur rôle dans l'Empire américain dans ce nouveau monde multipolaire. Je sais que tu penses que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je parie, j'imagine, que 95, 96, 87% des braves gens qui nous regardent en ce moment pensent que c'est une erreur, tu vois? Mais c'est comme ça que les choses évoluent. Et donc tu sais, Hegseth, qui bat le tambour comme il l'a fait, c'est son propre parti pris, son propre chauvinisme, sa propre idéologie et ses propres convictions. Mais cela aide à la fois les Japonais, les Coréens,
les Australiens et d'autres au sein de l'ASEAN, tu sais, dans toute l'Asie de l'Est, qui peuvent montrer du doigt et dire « Ah oui, la Chine, c'est le vrai méchant dans notre voisinage, et elle est plus forte que nous. » Et donc, si nous ne restons pas engagés auprès des Américains, nous allons perdre toute autonomie. Oui, nous serons des marionnettes des Américains, des vassaux, mais seulement sur les sujets qui les intéressent. Mais si la Chine est notre patron, si la Chine est l'hégémon ici, incontesté, alors elle contrôlera chaque aspect de nos vies en Asie de l'Est. Et c'est cela, l'alarmisme, la menace qu'on brandit. Et c'est pourquoi, en plus du fait qu'ils aiment la vie qu'ils mènent actuellement, ils ne veulent pas renoncer au pouvoir et au confort qui accompagnent le statut de vassaux de l'Empire. Ces dirigeants asiatiques veulent maintenir le statu quo. Ces dirigeants asiatiques, vous savez, s'agenouillent et baisent l'anneau de l'empereur Donald Trump. J'adore que ces pays reconnaissent, tu sais, l'obsession de Trump pour l'or et tout ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as vu The Crown, mais c'était comme quelque chose sorti d'un film fantastique. Tu sais, cette grande chose en or avec des flèches qui en sortent. Et ici, c'était pareil. Le métal n'était pas simplement ordinaire, il était orné. Oui. Et donc, ils savent exactement de quoi il s'agit. C'est comme ça qu'on m'a posé cette question à propos d'Israël l'autre jour. Est-ce que Trump tient vraiment les Israéliens en laisse? Et j'ai répondu non, il ne les tient pas en laisse. Ils ont tué 46 enfants la nuit dernière lors de frappes aériennes. Bien sûr qu'il ne les tient pas en laisse. Mais, ce que les Israéliens comprennent, c'est que, bon, il suffit d'amadouer cet escroc en chef à la Maison-Blanche. Nous devons simplement nous assurer que lui, et ensuite ses sbires Jared Kushner et Steve Witkoff, soient satisfaits. Il faut veiller à ce qu'ils obtiennent leur part, n'est-ce pas? Et ensuite, nous pourrons faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons rien faire de trop vulgaire ni de trop inconfortable pour eux. C'est pour cela que les Israéliens étaient si mécontents des partis d'extrême droite la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, lorsqu'ils ont voté pour annexer la Cisjordanie. Parce que c'était trop ostentatoire, trop évident. N'est-ce pas? Nous devons annexer la Cisjordanie lentement. Vous allez tout gâcher en essayant de tout faire d'un coup. C'est essentiellement ce que presque toute la classe politique israélienne a dit à l'extrême droite, à l'exception d'une poignée de centristes et de gens de gauche. Et je veux dire, une poignée, c'est probablement une surestimation. Mais vous savez, cette idée que, eh bien, pour poursuivre cette réflexion, je suppose qu'Israël sait aussi que le Congrès américain n'a pas perdu confiance en lui. Le peuple américain, peut-être que oui, on peut le voir dans les sondages d'opinion publique, mais le Congrès américain, non. Oui, il y a eu quelques membres démocrates du Congrès qui ont dit « Je ne prendrai pas de financement de l'AIPAC au prochain cycle ». Très bien. Formidable. Cela ne veut rien dire. Dans l'ensemble, le Congrès soutient toujours Israël, et ils le savent. Et les médias d'entreprise, eux aussi, soutiennent toujours Israël. Donc, vous savez quoi, je pense que je vais m'en tenir là. Matt, Trump a déclaré au Japon que rien ne mettrait en péril le cessez-le-feu à Gaza. Mais Israël attaque Gaza. Comme tu l'as mentionné, il tue des civils. Et comme personne ne sait qui a tué ce soldat israélien, ils disent qu'un soldat israélien a été tué par le Hamas. Je ne sais pas qui est responsable. C'est pour cela qu'ils attaquent. Oui, la presse israélienne affirme que le gouvernement israélien lui-même, que ce soit une source issue de la coalition au pouvoir ou de l'armée israélienne, je ne me souviens plus exactement, mais la presse israélienne dit aujourd'hui que le gouvernement ou l'armée israélienne reconnaît que très probablement ce type n'était pas lié, que cette attaque n'était pas connectée au commandement du Hamas, qu'il s'agit d'un groupe séparatiste
qui a été détaché, coupé du Hamas et qui agit de son propre chef. C'est la même chose avec eux, mais ils s'en moquent. N'importe quel prétexte leur convient. C'est comme cette histoire avec les corps qu'on doit rapatrier. Combien de ces corps, les 12 restants, doivent être rendus ou se trouvent dans des zones sous le contrôle de l'armée israélienne auxquelles les Palestiniens ne peuvent pas accéder? N'est-ce pas? C'est tellement grotesque. C'est absurde de voir à quel point tout cela n'est qu'un stratagème, une ruse, un moyen pour permettre à Israël de relancer son génocide quand bon lui semble. Et tout le monde joue le jeu. Je veux dire, on lit ces articles, que ce soit dans le Wall Street Journal ou USA Today, et ils ne mentionnent jamais le contexte. Ils fabriquent simplement l'argument pour qu'Israël puisse reprendre son génocide quand il le souhaite. Combien de temps penses-tu qu'il faut pour que tout change, pour que tout s'effondre? Parce que moi, je ne le vois pas. Tu sais, le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, eh bien Israël continue d'attaquer le Hezbollah. Mais le cas du Hezbollah est totalement différent quand on regarde la situation avec le gouvernement libanais et le type d'activité qui se déroule entre les deux parties. Mais en ce qui concerne Gaza, c'est bien plus fragile. Tu regardes la situation, et je ne sais pas comment, parce que Rubio a dit il se défendait avec ses attaques contre des civils. Et en avançant ce genre d'argument, ça ne va pas aider si l'on veut réellement maintenir le cessez-le-feu. Oui, d'accord. D'une certaine manière, selon le gouvernement américain et la presse américaine, les Israéliens auraient le droit de massacrer des dizaines d'enfants parce qu'un soldat occupant a été tué. Je veux dire, quelle immoralité, quelle contradiction avec les droits naturels et le droit naturel ainsi qu'avec le droit international. C'est évident. Et pourtant, nous avons une classe dirigeante aux États-Unis pour qui il n'importe pas que la majorité des Américains soit désormais opposée à Israël et à son génocide. La classe dirigeante s'en accommode pour des raisons assez banales, parce que leurs amis sont sionistes et qu'ils ne veulent pas avoir une conversation gênante lors d'un, vous savez, cocktail mondain. C'est en grande partie ainsi que fonctionne la classe dirigeante, n'est-ce pas? Alors, oui, à quelle vitesse tout peut s'effondrer? Je pense que c'est inscrit dans les mécanismes mêmes de cet accord. Son caractère vague, l'absence de garantie imposée à Israël, l'absence de tout type de mécanisme d'application possible, la manière dont les Israéliens ont bafoué l'accord de cessez-le-feu ces dernières semaines. Avant hier, je crois que les Palestiniens signalaient qu'Israël avait violé le cessez-le-feu à environ 80 reprises. Cela signifie 80 frappes aériennes, ou tirs de chars, ou rafales de mitrailleuses au cours des dernières semaines. On en est donc à environ 150 Palestiniens tués et des centaines d'autres blessés pendant ce cessez-le-feu. L'acheminement de l'aide représente une fraction de ce qu'il devrait être. Seulement environ 15 ou 20% sont livrés chaque jour, comme cela est requis, et il n'y a aucun contrôle à ce sujet. L'armée israélienne continue d'occuper 55 à 56% de Gaza, et Netanyahou dit qu'ils vont en prendre davantage. Vous savez, tout là-bas a été mis en place pour que cela ressemble à ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est exactement ce à quoi beaucoup d'entre nous s'attendaient. Je pense que tout se résume au calcul des Israéliens et des Américains. Donald Trump ne veut pas que la situation paraisse trop mauvaise. Il nourrit encore l'espoir d'obtenir un prix Nobel de la paix, mais il souhaite aussi qu'il y ait un jour des investissements à Gaza. Il veut construire ses complexes Trump, ses tours et ses casinos, ou peu importe. Donc il ne veut pas faire fuir ses perspectives. Ceux qui pourraient être prêts à investir des centaines de millions, voire des milliards de dollars dans cette combine. En même temps, il y a Netanyahou et sa coalition.
Ils ont des élections dans l'année. Elles doivent avoir lieu, je crois, d'ici la fin octobre prochain. Donc elles pourraient arriver plus tôt. Alors, est-ce politiquement acceptable pour Netanyahou de laisser 12 corps derrière lui dans les décombres de Gaza? Je ne le pense pas, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Alors, quelle est son évaluation de la manière de gérer tout cela? Et ensuite, comment équilibrer cela avec la question « Avons-nous obtenu de Gaza ce que nous voulions ?» Est-ce que cette épuration ethnique nous suffit ou en faut-il davantage? N'y a-t-il pas assez d'espace, à la fois pour les tours de Trump et les caravanes de colons de Daniel Weiss, pour s'installer à Gaza? Est-ce que cela suffit pour Smotrich et Ben Gvir, ou devons-nous continuer dans cette direction? Vous savez, il faut équilibrer cela avec, écoutez, allons-y, lançons l'annexion de la Cisjordanie. Nous n'avons tué que 200 Palestiniens jusqu'à présent cette année en Cisjordanie. Nous n'avons tué que 40 enfants en Cisjordanie cette année. Il faut en faire davantage. Ils n'ont brûlé que des dizaines de milliers d'oliviers pendant cette récolte. Mais il y en a des millions d'autres, quelques millions d'oliviers. Il faut faire mieux que ça. Nous ne pouvons pas le faire si nous nous concentrons sur Gaza. Il faut commencer à prêter attention à la Cisjordanie. Et comme vous l'avez souligné, le Liban, la Syrie, l'Iran, ils planent toujours au-dessus de nos têtes. Donc de même si le Yémen décide de continuer à leur tirer des missiles. Mais je pense que la situation au Yémen est quelque chose qu'ils estiment pouvoir gérer à distance. La question iranienne, j'aimerais vraiment avoir une meilleure intuition, sans parler d'une analyse de ce qui va se passer avec l'Iran. Mais certainement, en ce qui concerne le Liban, si l'on se fie à ce que disent les Américains, il semble que les Israéliens cherchent à réaffirmer leur contrôle sur le sud du Liban. Ils y ont intensifié leurs activités. Ils ont tué bien plus d'une centaine de civils libanais au cours de l'année écoulée, malgré le cessez-le-feu. Il y a eu des centaines, voire des milliers de violations là-bas. Ils ont attaqué les forces des Nations Unies. Que Dieu bénisse la finule. Les casques bleus des Nations Unies. Ils ont abattu un drone israélien l'autre jour. Donc au moins ils ont enfin riposté dans ce sens. Sans rien enlever à la manière dont ils ont tenu tête à Israël l'année dernière, car ils l'ont vraiment fait, en particulier les Irlandais et d'autres qui étaient là. Mais si l'on considère ce que disent Organis et Barak, les ambassadeurs américains dans la région, au Liban, à savoir qu'il ne leur reste qu'une seule chance, que s'ils ne désarment pas le Hezbollah, Israël interviendra. Eh bien, les Libanais avaient voulu entamer des négociations avec Israël il y a quelques semaines au sujet de la situation générale. Tout cela. Et Tom Barak, l'envoyé américain, leur dit, vous savez, eh bien, dès le départ, les négociations n'avancent pas parce que vous voulez parler du fait qu'Israël ne soit pas autorisé à bombarder le Liban. Et ça, c'est inacceptable pour les Israéliens. Donc, vous voyez qu'ils veuillent maintenir cette pacification, cette perturbation continue, peu importe comment on l'appelle. Rien. Je pense que pacification et perturbation sont essentiellement des synonymes dans le lexique israélien lorsqu'il s'agit de leurs efforts militaires, diplomatiques et politiques. Mais si on le voit sous cet angle, dans le sens de ce que les Israéliens veulent maintenir, veulent-ils continuer à faire ce qu'ils ont fait au cours de l'année écoulée, ou veulent-ils réétendre leurs opérations? Et vous savez, c'est quelque chose qui se profile. Donc, il y a beaucoup de choses possibles. Je n'ai même pas parlé de la Syrie. Il y a beaucoup de choses que les Israéliens pourraient faire afin, je pense, premièrement, de consolider ou de continuer à consolider leur primauté dans la région telle qu'ils l'aperçoivent. Et deuxièmement, de renforcer les chances de Benjamin Netanyahou de remporter sa réélection, de le maintenir, lui et son entourage, au pouvoir. Je pense qu'un grand nombre de ces choses doivent commencer à se produire dans le mois ou les 2 mois à venir pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de temps, un intervalle suffisant
pour que cela produise les effets politiques en Israël que Netanyahou et les siens souhaitent. Tom Barak a déclaré qu'il adressait un dernier avertissement au gouvernement libanais. Soit vous désarmez le Hezbollah, soit Israël le fera par la force. Penses-tu qu'ils comprennent la complexité du problème? Parce que désarmer le Hezbollah, cela n'arrivera tout simplement pas. C'est à mon avis un vœu pieux. Ouais, je ne sais pas trop pour ce type. Il dit tellement de choses qu'on ne sait pas s'il est simplement ignorant, comme tu l'as décrit, Nima, ou s'il en est conscient, mais cherche à provoquer quelque chose. Du genre, je vais menacer les Libanais et ça va les pousser à agir. Est-ce que c'est ce raisonnement absurde qui le pousse à lancer ces menaces et avertissements? Il a une grande gueule, ce qui pour nous n'est pas plus mal, car cela révèle un peu les discussions du cercle restreint des Américains et leurs réflexions sur la politique au Moyen-Orient. Mais tu sais, il est symptomatique des efforts diplomatiques américains, pas seulement de cette administration, mais aussi des précédentes. Je veux dire, si l'on regarde par exemple la manière dont Brett McGurk et Amos Hochstein, les deux principaux responsables de Biden pour le Moyen-Orient, se sont comportés pendant 4 ans, la façon dont ils se sont présentés aux pays de la région, y compris les ultimatums adressés au Liban, et puis, surtout, ou tristement célèbre, le reportage de l'année dernière qui affirmait essentiellement que Hochstein et McGurk étaient les deux qui avaient donné à Israël le feu vert pour lancer sa campagne au Liban. Si je me souviens bien, la citation attribuée à l'un des deux, ou pour la paraphraser, disait qu'il considérait l'action militaire israélienne au Liban comme un moyen de stabiliser la région. Cela montre vraiment leur propre conviction, leur propre biais, leur propre vision de ce que la région devrait être, ainsi que leur incapacité à comprendre le rôle qu'Israël joue dans la région depuis des décennies. Matt, il y a un rapport de la Knesset israélienne indiquant qu'elle a constaté que les soldats et réservistes israéliens représentaient 78% de tous les suicides en Israël en 2024. C'est incroyable à voir. C'était une augmentation par rapport à, 17% en 2023. C'est passé de 17% à 68%. Oui, c'est énorme quand on regarde la différence entre les deux. Et comment... Je ne sais pas comment Netanyahou parvient à convaincre la société de ce qui se passe, de ce qu'il fait. À tous les niveaux, ce n'est pas seulement l'économie. Parce que ces soldats, ces gens, se battent depuis plus de 2 ans et ils vont revenir. Tu comprends ce qui se cache derrière ce genre de suicide, parce qu'ils ont vu quelque chose que personne d'autre n'a jamais vécu auparavant. Eh bien, je pense qu'il ne s'agit pas tant de voir que d'agir, qu'ils sont des auteurs, qu'ils ont fait ou n'ont pas fait des choses qui ont violé ou transgressé leurs convictions, leur morale, leur religion ou quoi que ce soit d'autre. Le terme utilisé est blessure morale. Plus précisément, on parle de PITS, stress traumatique induit par le rôle de perpétrateur. La blessure morale se retrouve partout dans le monde et dans toutes sortes de professions. Mais elle a une catégorie particulière dans le milieu militaire et chez les anciens combattants. Et il en va de même pour le PITS. Cela peut arriver à n'importe qui, que ce soit par une action délibérée ou accidentelle, ou même par l'inaction. Je ne saurais trop insister là-dessus. Je peux imaginer que beaucoup de ces soldats israéliens qui se sont suicidés n'ont peut-être pas appuyé sur la gâchette. Peut-être qu'ils ne sont pas ceux qui ont abattu ces enfants, pour donner un exemple, mais ils se tenaient à côté de celui qui l'a fait, et ils ne l'ont pas arrêté. Et dans leur esprit, tout au long de leur vie, s'ils avaient déjà été confrontés à cette idée de « que ferais-tu si tu te trouvais dans une telle situation ?», ils ont échoué à agir.
Et ainsi, cette blessure morale qui en résulte est une dévastation, une destruction, un arrachement des fondations morales d'une personne. Et cela conduit à un endroit incroyablement sombre, profondément angoissant. Et vous savez, si vous examinez les études publiées par le gouvernement américain, en particulier par le département des anciens combattants, ainsi que les recherches menées par divers États et universités, vous verrez qu'il existe un lien clair entre les suicides de vétérans, le combat et très souvent la culpabilité, le regret, la honte ou cette blessure morale. En fait, la première étude que je connaisse remonte, je crois, à 1990, menée par le département des anciens combattants, qui a révélé que le meilleur indicateur de suicide chez les vétérans du Vietnam était la culpabilité liée au combat. Et c'est vrai, les gens ne me croient pas. Vous pouvez me contacter, je vous enverrai les études. Vous pouvez aller sur le site des National Institutes of Health et le vérifier vous-même. Il existe des dizaines d'études montrant ce lien, non seulement avec les anciens combattants américains, mais aussi avec des vétérans du monde entier. Et pas seulement, vous savez, pour en venir au point plus large de la relation avec la guerre ici. Pas seulement dans ces mauvaises guerres, pas seulement dans ces génocides, pas seulement dans ces occupations illégales, mais dans toutes les guerres. Ainsi, en 2010, l'État de Californie a mené une étude sur ces anciens combattants et a découvert que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale se suicidaient à un taux 4 fois supérieur à celui de leur père. Ces hommes avaient alors, pour la plupart, entre la fin de la soixantaine avancée, voire la 80aine. La guerre était terminée depuis 7 décennies. C'était la bonne guerre. Ce sont les hommes qui ont vaincu l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Et toutes ces années plus tard, à cause de ce à quoi ils avaient pris part, à cause de ce qu'ils avaient fait, ils souffraient encore. Et c'étaient les gentils. Ils portaient le chapeau blanc. Pourtant, ils se suicidaient à un taux 4 fois supérieur à celui de leur père. Ce que nous voyons avec le taux de suicide en Israël parmi les anciens combattants n'a donc rien de surprenant. Je pense que c'est une affliction qui les accompagnera encore longtemps. Ils ont connu des taux de suicide élevés parmi leurs vétérans. C'est ce qu'être une force d'occupation provoque. Vous savez, ce n'est certainement pas une surprise à constater. Et la manière dont cela sera probablement géré sera celle dont le gouvernement américain le fait habituellement. Ils trouveront des moyens d'en parler. Ils cesseront de publier les données, ou les publieront d'une façon difficile à interpréter. Et juste un dernier point à ce sujet, parce que cela me dérange énormément. La dernière fois que l'administration des anciens combattants des États-Unis a présenté des données que l'on pouvait réellement examiner et dire « Oh, regardez, voici les taux des hommes et des femmes qui sont partis en guerre en Irak, comparés à ceux qui ne l'ont pas fait, comparés à la population générale ou à leur père. » La dernière fois qu'ils ont fait cela, c'était en 2014. À ma connaissance, le VA a fait cela pendant 2 ans, en fournissant ces informations. Et puis ils ont arrêté, parce que le taux de suicide parmi les anciens combattants américains d'Irak et d'Afghanistan était, selon le sexe et l'âge, de 6 à 14 fois plus élevé que celui de leur père. Oui. Donc vous savez, en particulier s'ils étaient dans l'infanterie, dans les unités de combat, s'ils avaient été au front, etc., les taux étaient bien plus élevés. Mais oui, la blessure morale est une réalité. Homère en a parlé, Shakespeare en a parlé. Vous savez, cela a toujours existé. Et ce que les soldats israéliens traversent, je connais beaucoup de gens, moi y compris. Mon Dieu, c'est pour ça que je déteste tellement cette situation. Parce qu'elle me rend incapable d'éprouver de l'empathie, n'est-ce pas? Je vois quelque chose se produire, et quand j'ai entendu parler de ce soldat tué à Rafah, j'ai pensé bien, il l'a mérité, n'est-ce pas? C'était juste un gamin stupide.
J'ai rencontré des soldats israéliens. Ce sont des jeunes tout juste sortis du lycée, pour la plupart. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils veulent pas vraiment être là. Ils veulent, tu sais, regarder du porno, jouer aux jeux vidéo, boire de la bière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'ils veulent. Mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et j'ai eu cette pensée bien d'autres fois. Et je déteste ça. Je déteste que ce génocide ait engendré un cœur aussi noir en moi. C'était déjà assez mauvais à cause de mon temps passé à la guerre. Mais là, vraiment. Et je pense que beaucoup de gens, je le dis parce que je sens que beaucoup de gens traversent ça aussi. Juste pour te dire, tu n'es pas seul si tu as ces pensées. Oui, je crois qu'en psychologie, on dit que le témoin d'un crime est aussi une victime de ce crime. Ouais, Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes influencés par ce que nous voyons et par ce que nous vivons. nous le sommes. Et nous n'existons pas dans le vide. Nous n'existons pas sans contexte ni influence. Nos institutions, qu'il s'agisse de l'éducation ou de l'armée, nous conditionnent à certaines choses. Et puis, il y a beaucoup d'influences passives. Nos médias, qu'il s'agisse de l'information ou de l'industrie du divertissement, ils nous conditionnent aussi. Ainsi, nous développons une vision de nous-mêmes, une vision de notre pays où nous portons le chapeau blanc. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup d'Américains lorsqu'ils partent en guerre, en Irak, en Afghanistan ou au Vietnam. Ils se rendent compte qu'ils ne le portent pas. Et là, on se retrouve dans un contexte où, encore une fois, c'est la guerre. Peu importe à quel point on se croit moral ou à quel point on pense que nos efforts le sont. Donc, encore une fois, vous combattez les Japonais impériaux ou les nazis. Vous faites toujours partie de quelque chose qui est une force surhumaine et qui, par sa nature même, est immorale, peut-être même amorale, parce qu'elle ne se soucie de rien, et vous pensez que vous allez être un agent de votre propre moralité ou de la moralité de votre récit. Non, cette guerre va faire de vous un agent de son immoralité. Et donc, vous savez, c'est ce qui se passe, et c'est pourquoi, d'une certaine manière, j'ai fait le lien avec la Seconde Guerre mondiale. Mais vous savez, on parle du génocide, de l'occupation en Palestine, des occupations américaines en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, et ainsi de suite. La guerre est déjà assez mauvaise comme ça. Encore une fois, c'est déjà assez grave d'y avoir participé. Mais ensuite, lorsque tu comprends que ce que tu as fait là-bas était une erreur, un crime, une faute morale, cela rend cette blessure morale encore plus profonde. Et puis vient un second niveau de blessure morale, celui de la trahison. Quand les institutions en lesquelles tu croyais, tu n'y crois plus. Et ces institutions sont l'infrastructure et le cadre de la société dans laquelle tu vis. Ou c'est plus spécifique, comme le corps des marines des États-Unis, n'est-ce pas? Tu sais combien de sergents-majors, de colonels et de généraux j'ai entendu dans les années 90 dire que le Vietnam avait été une erreur et que nous ne referions jamais un autre Vietnam. Et puis, en quelques années, nous en avons fait 2. Vous savez, ce sont tous des hommes qui avaient été au Vietnam, et ils juraient « Oh, j'enlèverai mes aigles ou mes étoiles, ou je déchirerai les galons de mon épaule. » Vous voyez, et aucun d'eux ne l'a fait. Alors il y a une trahison qui en découle, et cela aggrave cette blessure morale individuelle. Et oui, c'est pour cela que l'idée de la guerre, l'idée du combat, aussi noble qu'on puisse la présenter, aussi justifiée qu'elle puisse paraître, aussi rédemptrice ou réparatrice, qu'on puisse penser que la violence soit. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais si simple. Et cela ne s'arrête pas. Que vous mettiez un homme dans un avion ou sur un navire pour le renvoyer chez lui, la guerre reste avec lui. Et les conséquences sont là, vous savez, comme on le voit chez ces 78% d'Israéliens. C'est énorme. C'est énorme, je pense. Merci beaucoup, Matthew, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours.
Très bien. Merci, Nima.